Bonsoir à tous. Je pense qu'on va pouvoir débuter en attendant que tous les auditeurs puissent se connecter. Bonsoir à tous. Je tiens à remercier tous les spectateurs présents pour cette conférence en ligne, ce webinaire, qui fait partie d'un cycle de webinaires sur la thématique de la cybersécurité, où j'ai le plaisir vraiment d'accueillir M. Youssef Agoumi, qui est Managing Partner Africa and Middle East pour le cabinet de conseil ForMind, sur une thématique ô combien importante. On sait que le secteur est en train d'évoluer, de se restructurer, qu'il y a différentes problématiques, différents enjeux liés à la digitalisation des entreprises et notamment la question de l'externalisation. Et donc, l'appel justement des sociétés tierces pour justement différentes prestations dans le domaine du numérique. Et c'est vraiment l'occasion, à partir de cette conférence, donc on tient à remercier M. Youssef Agoumi de partager avec nous son retour d'expérience, son expertise sur le sujet. Et puis voilà, sur une thématique ô combien importante. On sait que le secteur est en train de se restructurer, d'évoluer même sur le périmètre et sur le territoire marocain. Nous avons vu récemment qu'il y a une association de professionnels qui a été créée, un cercle de réflexion sur le sujet de la cybersécurité pour insuffler une culture justement de la sécurité numérique au sein du territoire marocain et au sein des entreprises marocaines par des actions de sensibilisation, donc avec l'association Morocco Trust qui a été créée. Et justement, dans ce sens, il y a différents enjeux liés à la question de la cybersécurité qui sont en train de se poser aujourd'hui pour les entreprises marocaines à partir de différents spectres et de différents périmètres. Et donc aujourd'hui, on va avoir un angle assez particulier. Comme on l'a évoqué, les entreprises font appel assez souvent à des prestataires extérieurs sur la question de la digitalisation et de la transformation numérique de manière générale. Cela impose ou plutôt implique des enjeux et des problématiques au niveau de la sécurisation des données, mais aussi de la sécurisation des infrastructures de manière générale. Et c'est donc vraiment avec plaisir que nous accueillons M. Agoumi pour nous partager justement son retour d'expérience sur le sujet, pour nous éclairer sur les enjeux qui sont derrière justement la protection et la maîtrise de la sécurité lorsqu'on travaille ou sur des sujets ou sur des thématiques d'externalisation sur cette question-là. Donc, sans plus tarder, avant de donner la parole à Youssef, je vais juste rappeler un peu le déroulé, la structure de ce webinaire. Monsieur Youssef Agoumi va dérouler sa présentation, son retour d'expérience, et puis il va se présenter d'abord. Et puis, on prendra des questions-réponses à la fin, soit à l'oral, en prenant la parole un par un, soit directement en posant vos questions sur le chat ou sur la partie questions-réponses. Et puis, je me chargerai de prendre les différentes questions et de créer justement le débat autour de ce sujet avec notre invité. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Agoumi. Et voilà, je vous souhaite une excellente conférence à tous. Merci beaucoup, Ali. Merci pour cette belle introduction. Avant de démarrer, je me présente brièvement à vous tous. Donc, Youssef Agoumi, je dirige la filiale africaine Africa Middle East du cabinet de conseil ForMind. Donc, on a un cabinet de conseil spécialisé en cybersécurité. On est vraiment axé sur ces sujets relatifs à la sécurité de l'information, à la gestion des risques et la continuité d'activité. On a la chance d'être présent aujourd'hui en France, au Canada, en Espagne et au Maroc. Et depuis nos bureaux marocains, on adresse à la fois la plaque africaine et la plaque Moyen-Orient. On a choisi d'évoquer ce sujet aujourd'hui, pas par hasard, parce que on va dire que depuis plusieurs années déjà, les entreprises, on va dire, augmentent leur surface d'attaque avec l'externalisation de plus en plus de services, parfois des services essentiels pour leur activité. Et il se trouve que depuis notre fameuse crise Covid, qui a accéléré la digitalisation à une vitesse sans précédent,
on a des enjeux de sécurité dans notre relation avec les tiers qui sont de plus en plus importants. On a la chance d'accompagner à peu près 300 clients aujourd'hui à travers le monde et je peux vous dire que depuis 2 ans, c'est l'un des sujets phares de nos clients. Donc, c'est un sujet qu'on adresse de plus en plus sur toutes nos plaques géographiques de présence. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai proposé à Simon Tape de l'adresser parce que je pense que ça va intéresser le plus grand nombre. Et on va essayer de brosser la thématique de long en large aujourd'hui ensemble. Et puis, je vais essayer du mieux que je peux de répondre à l'ensemble de vos questions. J'espère que vous m'entendez bien en tout cas. Et je vais avancer sur le sujet. Et tu as bien fait également, Ali, de parler de l'association Morocco Trust. Donc, je suis également, en parallèle de mes fonctions au sein du cabinet Farmmind, administrateur de l'association. Donc, c'est une association qu'on a montée au Maroc pour mieux structurer le secteur de la cybersécurité, ou en tout cas des professionnels de la cybersécurité. On n'était pas représentés aujourd'hui. Et notre ambition, c'est vraiment de parler d'une seule voix, de défendre les intérêts des professionnels de la cybersécurité d'une seule voix, les intérêts des entreprises marocaines, des institutions marocaines et dans un sens un peu plus large, la population marocaine, au travers d'actions de sensibilisation cyber, de formation. On va travailler sur le lancement de programmes de formation à large échelle, que ce soit au niveau des écoles, des collèges, lycées, mais aussi des universités. C'est un sujet qui est aujourd'hui on va dire, au cœur des préoccupations des entreprises, des institutions et des populations à plusieurs niveaux. Et d'ailleurs, je vais en parler rapidement durant la présentation. On a la chance d'avoir un gouvernement qui est au fait de ces sujets et qui a promulgué une loi récemment, qui est la loi 0520, j'en parlerai, qui vise à renforcer la sécurité, en tout cas la cybersécurité des infrastructures d'importance vitale au Maroc, avec un certain nombre de directives. Et l'une de ces directives est de maîtriser l'ensemble des services externalisés d'un point de vue sécurité. Donc, non seulement on est au cœur des préoccupations des entreprises, mais on est aussi sur un sujet de conformité légale, parce que de par la loi, on se doit de protéger les services externalisés depuis le décret qui est sorti en septembre 2021. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais vous poser le contexte brièvement, de quoi on parle. De quoi on parle quand on parle de sécurité avec les tiers, qu'est-ce qu'un tiers? Et vous donner quelques chiffres. Je vais vous donner les objectifs de la maîtrise de sécurité des tiers. On fera une parenthèse réglementation et avant d'aller sur le retour d'expérience plus global et sur les manières avec lesquelles on peut sécuriser notre relation avec les tiers. Voilà, donc en termes de contexte, d'abord, je vais le résumer en une notion. Cette notion, c'est supply chain, tout simplement, ou chaîne d'approvisionnement, où quand on parle de supply chain, on parle de l'ensemble des intervenants qui sont impliqués dans la mise à disposition d'un produit ou d'un service pour un client donné. Et ces intervenants sont de plus en plus nombreux. Et donc aujourd'hui, quand on vous rend un service, quand une entreprise aura un service, elle peut faire appel à 5, 10, 15, 20, voire beaucoup plus, on verra après, tiers. Et donc, les risques de sécurité, parce que c'est notre sujet aujourd'hui, peuvent venir de ces différents tiers-là et impacter directement le client. Alors, pour vous imager tout ça, vous avez préparé quelques exemples. Sachez que je vous affiche là 4 exemples entre 2019 et 2021, mais vous en avez des milliers, voire des millions sur la même période. Donc là, j'ai juste sélectionné cela parce qu'il me semblait suffisamment parlant. Donc vous avez Airbus qui a eu tout son système d'information paralysé suite à une défaillance de 4 de ses sous-traitants. On a Tesla qui a vécu plusieurs scénarios, mais ils ont eu une fuite d'informations sensibles
qui a émané d'un de leurs fabricants, qui est Visser Précision, en mars 2020. Un certain nombre aussi d'attaques du même type côté Tesla, hein, mais c'est celle que je vous présente aujourd'hui. On a eu une infection des services cloud Azure côté Microsoft au travers de la société SolarWinds qui a subi une attaque. D'ailleurs, pour l'attaque que je vous évoque côté Tesla et celle de SolarWinds, on était sur des groupes de hackers russes qui sont assez chevronnés sur le sujet, comme vous le savez certainement. Et puis, un peu plus récemment, en mars 2021, service financier pour le coup côté Europe, on a eu une exploitation de failles de sécurité dans des serveurs Microsoft qui a provoqué la fuite de certains mails confidentiels de cette autorité bancaire européenne. Voilà, donc c'était pour vous donner quelques exemples et ça me permet de faire le lien pour résumer le contexte en un chiffre du coup, cette fois-ci, qui est 12 000. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de 5, 10 ou 15 sous-traitants. Sachez qu'une société comme Airbus, et il y en a plusieurs de la taille ou de la configuration d'Airbus, a 12 000 fournisseurs. Donc, qui dit 12 000 fournisseurs dit 12 000 portes d'entrée. Et d'ailleurs, ce type d'exposition, d'augmentation de la surface d'attaque a fait que depuis maintenant 2-3 ans, on a complètement, en tout cas la plupart des professionnels de la cybersécurité, ont changé la manière avec laquelle ils abordent l'identification des risques de cybersécurité pour leurs clients. On a certaines méthodologies, démarches normées d'analyse de risque qui existent et qui ont évolué. Et l'une des évolutions majeures de ces démarches-là est l'intégration de l'écosystème des entreprises dans l'analyse de risque. Autant on avait l'habitude d'identifier les risques cybersécurité auxquels faisaient face les entreprises en identifiant, si vous voulez, l'ensemble des technologies utilisées, l'ensemble des assets utilisés par une entreprise et en les associant aux sources de menaces, aux scénarios de menaces connus en rapport à ces technologies-là. Donc, ça nous permettait d'avoir une vue sur les risques cybersécurité des entreprises. Autant aujourd'hui, on fait non seulement ça, mais on regarde également tout l'écosystème qui gravite autour de l'entreprise. Donc, on n'est plus sur des approches de risques conventionnelles qui sont généralement des approches par conformité. On va s'assurer qu'on est conforme et donc qu'on couvre la plupart des risques. On est maintenant dans des approches qu'on va appeler des approches par scénario, où on va essayer de tracer l'ensemble des scénarios qui vont concourir à la survenance des risques, que ce soit un risque de fuite d'informations, de fraude, d'interruption d'activité. Et donc, ces scénarios-là, on va les dessiner en prenant en compte l'écosystème de l'entreprise. Et donc, on va plus limiter à l'entreprise, mais on va aller voir tous ces prestataires, en tout cas tous ces prestataires majeurs. Et on va dire, OK, vous avez un risque d'interruption de votre chaîne de production. Et bien, sachez que tel prestataire et tel autre prestataire intervient sur cette chaîne de production-là et que si eux subissent des cyberattaques, vous allez vous en pâtir et altérer cette chaîne de production. Donc, c'est vraiment tout le secteur et toutes les méthodologies de gestion des risques qui évoluent pour faire face à la maîtrise des tiers. Donc, on est sur un gros sujet. Et donc, pour rester sur le sujet Airbus rapidement, là, on est sur des données publiques. Donc je n'altère aucunement la confidentialité de ce qu'a subi Airbus. On est sur 5 piratages de sous-traitants qui ont été communiqués par Airbus en 2019. On est sur plusieurs millions de tentatives de piratage qui, là aussi, ont été communiquées. Et bien sûr, on est sur un nombre inconnu de piratage réussi, mais non communiqué. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate tout simplement que les attaquants aujourd'hui visent le maillon le plus faible de la chaîne. Donc, ils arrivent à avoir la visibilité sur toute la chaîne de valeur et à s'attaquer à le maillon de la chaîne le moins sécurisé. On est sur des entreprises qui ont aujourd'hui toute conscience des sujets cybersécurité ou en tout cas de leur importance et qui mettent beaucoup de moyens sur ces sujets-là avec de nombreuses solutions, méthodes, organisations, démarches, ressources dédiées à la cybersécurité. Et bien, les attaquants, au lieu de franchir une muraille de Chine énorme pour les grandes entreprises, vont chercher leurs sous-traitants et vont s'attaquer plutôt à leurs sous-traitants.
et impacter du coup le client qui a lui investi des millions pour se protéger. Et donc, on est sur des entreprises, on n'est plus sur un sujet qui concerne uniquement les grandes entreprises, comme on peut être tenté de croire, mais on est sur un sujet qui aujourd'hui concerne les entreprises, quelle que soit leur taille. Dès lors que j'ai de la donnée sensible ou que j'interviens pour un acteur majeur, quel que soit le process sur lequel j'interviens, je peux être une cible potentielle pour des attaques. Et pour conclure cette partie contexte, juste sur les notions, parce qu'on entend souvent parler de prestataires, de fournisseurs, de tiers, on ne sait plus ce que veut dire l'un ou l'autre. Je vous ai fait un petit schéma pour imager tout ça, qui parle de lui-même, hein, donc je vais me permettre de ne pas le commenter si ça vous va. Mais on va dire que lorsqu'on parle de tiers, on parle de l'ensemble des organismes avec lesquels une entreprise interagit, qu'ils soient clients, partenaires, prestataires. Donc, c'est vraiment tout l'écosystème qui gravite autour de l'entreprise. Donc là, c'est juste pour vous préciser les notions, évidemment. On va parler de fournisseurs quand on a des fournisseurs de services ou des fournisseurs de produits. Et de prestataires, c'est pour les entreprises qui nous fournissent une prestation de service en continu, que ce soit une société de conseil, une agence web ou un hébergeur. La limite entre prestataire et fournisseur est effectivement assez fine, mais en tout cas, on va parler de tiers. Lorsqu'on parle de tiers, on parle vraiment de l'ensemble de l'écosystème qui gravite. N'hésitez pas à noter vos questions sur le chat pour que M. Monteil puisse les noter et que je les adresse en fin de présentation. Alors, on passe à la partie objectif. Donc, l'objectif des entreprises, tout simplement, c'est de maîtriser, du point de vue de la sécurité des systèmes d'information, les prestations externalisées. Donc là, c'est si on parle de l'objectif au sens large. Donc, notre objectif, c'est de maîtriser les prestations externalisées et de s'assurer de la conformité de ces prestations-là avec nos exigences de sécurité. Alors, tout simplement, si je veux résumer en un mot, c'est ça. Une fois que j'ai dit ça, je pense que vous avez peut-être pour la plupart en tête la notion de KYC, qui est Know Your Customer. Donc, quand on veut travailler avec un client ou quand on a une relation commerciale avec un client en général, on lui demande un certain nombre d'informations. Il ne faut pas oublier aussi le KYS, qui est Know Your Supplier. Donc, de la même manière que le KYC, il faut qu'on apprenne à connaître nos fournisseurs. Qu'on sache où ils sont localisés, quels sont leurs locaux, quel est le niveau de maturité de sécurité de mon fournisseur. D'ailleurs, je vous ai parlé un peu plus tôt des démarches d'analyse de risque cyber qui ont évolué. Dans le cadre justement de l'évolution de ces démarches d'analyse de risque, on a des nouvelles méthodologies pour évaluer le niveau de menace cyber que présente un prestataire au vu de mon activité. Donc aujourd'hui, typiquement, j'ai un prestataire qui intervient pour moi, je veux évaluer son niveau de menace cyber. J'ai 4 critères sur lesquels je vais l'évaluer. Je vais l'évaluer sur la dépendance que j'ai vis-à-vis de ce fournisseur. Est-ce qu'il me fournit un service qu'il est le seul à pouvoir fournir, auquel cas je dépends fortement de lui, ou est-ce qu'il me fournit un service assez classique et donc je n'ai pas de dépendance vis-à-vis de lui. Est-ce que je vais évaluer le niveau d'interaction qu'il a avec mon système d'information. Est-ce qu'il n'a aucun accès à ma donnée? Est-ce qu'il a un accès physique à mes locaux? Est-ce qu'il a un accès physique à mes salles informatiques? Est-ce qu'il a carrément des accès logiques de type administrateur à mes systèmes sensibles? Donc, j'évalue son niveau d'accès. Et ensuite, je vais évaluer sa maturité cyber. Est-ce que c'est un prestataire qui est au fait des notions de sécurité? Est-ce qu'il est certifié? Est-ce qu'il a engagé des projets de ce point de vue-là? Et je vais évaluer le niveau de confiance que j'ai vis-à-vis de ce prestataire. Donc, grosso modo, est-ce que ses intérêts sont alignés aux miens? Et auquel cas, ça me permet de définir le niveau de menace de ce prestataire et de me focaliser uniquement sur les prestataires qui ont le niveau de menace le plus élevé. Alors, donc ça rentre dans le KYS. Du coup, j'ai
j'étais en train de lire la discussion, je pense qu'il y a des problèmes sur le chat. Donc, sur les objectifs de la sécurité des tiers, toujours, j'ai différents besoins au sein de l'entreprise. Donc, j'ai le responsable de la sécurité qui, lui, veut tout simplement éviter tout incident de sécurité chez son fournisseur qui peuvent impacter les activités de son entreprise. J'ai le ou la DPO qui est du coup le Data Privacy Officer, qui est en charge de la protection des données personnelles, qui souhaite s'assurer de la conformité de son fournisseur au sens des lois de protection des données personnelles. J'ai le directeur ou la directrice des achats qui souhaite sélectionner le fournisseur le plus mature du point de vue de la sécurité. Et enfin, j'ai la direction juridique qui veut protéger juridiquement l'entreprise en cas de défaillance fournisseur. Voilà, donc, en tant que le tiers devrait normalement faire face à 4 niveaux d'exigence différents au niveau du responsable de la sécurité, au niveau du responsable de la protection des données personnelles, au niveau de la direction achat et au niveau de la direction juridique. Si je fais un zoom sur le responsable de sécurité, lui, il lui faut de la visibilité. Donc, il doit savoir quelles sont les prestations externalisées. Et ça, c'est vraiment le cœur du sujet. S'il y a bien un point à remonter en termes de retour d'expérience, il faut absolument que le responsable de sécurité ait la visibilité suffisante sur les prestations qui sont externalisées et le niveau de sensibilité de ces prestations-là. Il faut de la réactivité. Et donc, qui dit réactivité de la part des fournisseurs. Donc, en cas d'incident de sécurité, évidemment, on ne va pas être dans une optique d'imposer à nos prestataires ou nos partenaires de ne pas subir d'incidents de sécurité, parce qu'il faut faire face à la réalité, ils vont forcément en subir. L'idée, c'est juste de leur communiquer, on verra ça par la suite, le niveau de sécurité que vous attendez d'eux. Et ensuite, en cas d'incident de sécurité, il faut qu'ils soient suffisamment réactifs pour qu'il y ait des échanges d'informations, des communications, des escalades, des corrections qui arrivent assez rapidement. D'un point de vue sécurité d'abord, mais aussi d'un point de vue réglementaire, parce qu'on verra qu'il y a certaines réglementations qui imposent des délais de déclaration d'incidents de sécurité subis. On reviendra là-dessus. Et enfin, un troisième besoin fondamental dans l'auditabilité. Donc, le responsable de sécurité doit être en mesure de contrôler, d'auditer les services fournis par ses prestataires afin de s'assurer qu'ils le sont avec un bon niveau de sécurité. Sur la partie auditabilité, je vous parlais en début de réunion du choix de ce qui a justifié le choix du sujet. L'un des sujets qu'on adresse de plus en plus ces dernières années, enfin même tout récemment, c'est l'audit des prestataires. Donc, on a de plus en plus de grandes entreprises qui nous contactent pour nous demander d'auditer d'un point de vue sécurité leurs prestataires de services. Donc, on voit une multitude de prestataires pour essayer d'évaluer leur niveau de sécurité ou en tout cas leur niveau de réponse aux exigences de sécurité de leurs clients. Voilà, donc on est sur un sujet qui commence de plus en plus à être pris en main par les entreprises marocaines et étrangères évidemment. On est même amené à auditer des prestataires africains de certains de nos clients européens. Donc, ça nous arrive sur certains pays, notamment en Afrique de l'Ouest et au Maghreb. Voilà, donc, si je fais un zoom sur la réglementation, j'essaie de tenir la montre aussi. Si je fais un zoom sur ce que dit la réglementation marocaine, donc je vous ai parlé de la loi 0520. Alors, c'est une loi qui a été publiée en 2020 et dont le décret d'application est sorti en septembre 2021. Alors, c'est une loi qui est la loi de cybersécurité marocaine et qui d'une part, identifie ce qu'on appelle les infrastructures d'importance vitale au Maroc. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un peu les joyaux de la couronne. On a identifié au niveau de l'État marocain les secteurs d'importance vitale. Donc, quels sont les secteurs qu'on doit protéger en priorité parce que ce sont ceux qui sont garants de la souveraineté nationale
et de la pérennité de l'économie nationale. Donc, on a identifié un certain nombre de secteurs qui sont publics dans le décret. Donc, on va avoir le secteur bancaire, évidemment, les assurances, les télécoms, l'énergie, les mines, l'industrie, pour ne citer que, et évidemment l'ensemble des institutions publiques. Donc, on a dit, voici des secteurs d'importance vitale pour la nation. Et après, on leur a dit, OK, vous, grandes entreprises de ces secteurs-là, vous devez avoir un niveau de sécurité suffisant. Vous devez avoir une organisation sécurité, vous devez avoir des outils, vous devez être capable d'identifier vos risques cybersécurité, d'identifier les systèmes les plus sensibles de chez vous, les informations les plus sensibles. Vous devez être capable d'auditer vos prestataires, vous devez vous faire auditer vous-même et vous devez déclarer tous les incidents que vous subissez à la défense nationale. Dans les grandes lignes, c'est ce que dit la loi. Et donc, on a vraiment pris le sujet à bras-le-corps et aujourd'hui, on n'a plus d'autre choix que d'avoir un niveau de sécurité suffisant. Et c'est tout à notre honneur d'ailleurs. Et du coup, comme je vous disais, évidemment, l'externalisation est un sujet majeur de cette loi-là. Avant la promulgation de cette loi et du décret associé, on avait ce qu'on appelle la DNSSI, la Directive nationale de sécurité des systèmes d'information, qui était une sorte de politique de sécurité pour l'ensemble des entreprises marocaines et des institutions publiques, qui évoquait évidemment, elle aussi, le risque de sécurité vis-à-vis des tiers. On a également la loi 0908, un peu plus connue, sur la protection des données personnelles, qui, elle, concerne l'ensemble des entreprises de droit marocain, donc on n'est plus uniquement sur les infrastructures d'importance vitale. D'ailleurs, pour la petite parenthèse sur les infrastructures d'importance vitale, aujourd'hui, une entreprise d'importance vitale pour la nation n'a pas le droit d'héberger ces données sensibles aux yeux de la loi en dehors du territoire marocain, dans un souci de préservation de la souveraineté nationale. On ne peut plus stocker nos données sensibles en dehors du Maroc. Voilà. Donc c'est ce qui explique l'augmentation ces derniers temps de l'offre de data center et cloud marocain, qui est de plus en plus fournie, afin de donner les moyens aux entreprises marocaines de justement héberger leurs données sur le territoire national. Voilà. Et donc, je ferme la parenthèse sur la loi 0908. Là, on est sur la protection des données personnelles. Donc là aussi, aux côtés de toutes les prérogatives et directives de la loi, on doit s'assurer que nos prestataires respectent la loi sur les données personnelles qu'on leur communique. Parenthèse aussi sur la réglementation européenne. Pourquoi? Parce qu'on a de nombreuses entreprises marocaines qui interviennent pour des sociétés européennes et qui doivent donc présenter les garanties suffisantes à ces sociétés-là pour les rassurer vis-à-vis de la conformité aux règlements européens ou autres réglementations européennes. Donc là aussi, on a des réglementations sur la protection des données personnelles. On a des directives sur la sécurité des sous-traitants pour les opérateurs d'importance vitale, donc qui sont l'équivalent des infrastructures d'importance vitale marocaines, et pour ce qu'on appelle les OSE, donc les opérateurs de services essentiels, qui sont aussi des entreprises qui fournissent des services essentiels pour la nation. Sur la partie RGPD, donc protection des données personnelles, on est sur un niveau d'engagement qui est beaucoup plus important que chez nous, parce que on a été sur un règlement qui va poser des sanctions assez démesurées dès lors qu'on ne respecte pas ces directives. Donc là, aujourd'hui, une entreprise qui opère en France, qui traite des données de citoyens européens qui résident en Europe, donc pas que citoyens, qui soient résidents en Europe, et qui opère ces données en désaccord avec le règlement européen, fait face à une amende allant jusqu'à 4% de son chiffre d'affaires mondial, non seulement du chiffre d'affaires qu'elle réalise dans le pays où elle opère.
Voilà, là, on est sur le secteur bancaire également, on a des réglementations sur la protection des tiers, que ce soit sur la gestion des données bancaires ou sur la réalisation des virements internationaux. On a beaucoup entendu parler du réseau SWIFT récemment avec la guerre en Ukraine, et donc là, pareil, sur le réseau SWIFT, dès lors qu'on est une banque qui adhère à ce réseau-là et qu'on externalise certaines de nos activités, il faut impérativement montrer patte blanche, enfin en tout cas demander à nos prestataires de montrer patte blanche plutôt sur les sujets sécurité. J'avance un peu sur la partie retour d'expérience du coup. Donc en termes de retour d'expérience, on a un certain nombre de problèmes qu'on retrouve souvent chez nos clients sur la gestion de la sécurité avec les tiers. J'en ai relevé 6 pour vous aujourd'hui. Le premier, c'est comment choisir le bon prestataire. Donc, les entreprises en général, un défaut de méthode uniformisée qui leur permet d'évaluer la maturité sécurité de leurs sous-traitants. Et elles ont donc du mal à pouvoir suffisamment jauger du niveau de sécurité de leurs prestataires avant de contractualiser avec eux. Voilà. Ça, c'est un des problèmes qui est souvent remonté. Le second, c'est sur le qui fait quoi. Donc là, on est sur ce que je vous disais tout à l'heure, l'accès à l'information de quelles sont les prestations externalisées et à qui elles sont externalisées. Donc, on a souvent des listes qui sont incomplètes, qui ne sont pas à jour, qui ne sont pas maintenues. Et ça, c'est quand on a des listes. Souvent, on est dans des situations où chaque direction de métier de l'entreprise va venir externaliser un service sans forcément en informer l'ensemble des parties prenantes. Et donc, on perd totalement la visibilité. On a un autre problème qui est la base contractuelle fragile, tout simplement. On va venir signer des contrats avec nos prestataires sans y intégrer des exigences de sécurité, sans y intégrer des clauses d'audit, sans y intégrer des engagements de confidentialité. Et donc, on a un défaut de niveau sur cette base contractuelle. On a un autre problème qui est le manque d'information, où tout simplement, on n'arrive pas à obtenir l'information de chez le prestataire sur le niveau de sécurité. Donc, ça devient vite très chronophage et assez décourageant d'aller à la chasse à l'information tout le temps auprès du prestataire. Et donc, les entreprises font face également à cet obstacle-là. Manque de coopération, évidemment. On a de nombreux prestataires qui ne souhaitent pas communiquer sur ces sujets, qui mettent en avant des arguments financiers pour dire que, tout simplement, si vous voulez que je sécurise, il me faut du budget, sinon je ne sécurise pas, tout simplement, pour vulgariser un peu les propos. Et donc, on a souvent un manque de coopération des prestataires sur ces sujets-là. Et puis enfin, on a un autre problème sur le suivi dans le temps, qui est dans la situation où on a une entreprise qui est suffisamment mature pour avoir des exigences de sécurité communiquées à ses prestataires, pour avoir pu faire signer ses engagements à son prestataire, qui est un prestataire qui est un minimum coopératif. Et bien derrière, on va avoir des plans d'action de sécurité avec ce dernier, mais pas suffisamment de ressources des deux côtés pour suivre la mise en place de ce plan d'action. Donc au final, on ne maîtrise pas tellement le suivi. Voilà, c'est les 6 problèmes qui reviennent le plus souvent. On en sort des facteurs clés de réussite pour maîtriser ces prestations externalisées. D'abord, c'est un gros travail en amont avec les prestataires. Il faut vraiment tout cadrer avant la signature des contrats. Et essayer d'aborder ce sujet le plus tôt possible pour éviter des discussions sans fin une fois que la prestation est déjà lancée. Un autre facteur clé de succès, c'est d'avoir une gestion adaptée du choix du fournisseur jusqu'au suivi opérationnel de la prestation. Donc, il faut éviter d'avoir, si vous voulez, des exigences de sécurité extrêmement détaillées qu'on va envoyer à tous nos prestataires. Parce que si on a des prestataires qui n'accèdent pas à de l'information confidentielle, qui portent des services qui ne sont pas du tout critiques ou sensibles, on va alourdir des processus qui ne méritent pas de l'être.
Et donc, il faut vraiment savoir être agile de ce point de vue-là et se focaliser sur ce qui est le plus critique. Et enfin, autre facteur clé de réussite, une approche collaborative. Il ne faut pas être trop dans le contrôle, dans la directive, dans la suspicion, parce que sinon on va faire face à un mur, on va avoir des gens qui ne seront pas collaboratifs. Il faut impérativement avancer sur ces sujets de manière collaborative. D'ailleurs, on le voit dans les audits qu'on réalise. À chaque fois qu'on audite un prestataire, on le prend toujours sous le prisme de l'amélioration continue et non de la punition suite à l'audit. Donc, on est toujours là pour montrer au prestataire qu'il bénéficie au final d'un audit de sécurité gratuitement. Donc, il a son audit, on lui donne tous ses pain points et il définit un plan d'action et il le pilote avec son client. Et évidemment, cette approche collaborative, pour l'avoir, il faut aussi que l'entreprise soit consciente que c'est la seule approche possible pour que la sécurité, pour que le fournisseur puisse vraiment prendre le sujet et mettre toute l'énergie nécessaire pour le faire. Donc, je vais conclure sur une manière, je vais synthétiser un peu tout ce que je dis depuis tout à l'heure, avec les manières, si vous voulez, de sécuriser la relation avec ces tiers. C'est un peu la solution du problème, ou en tout cas ce qu'on pense être la solution du problème. Donc, je vous ai fait ça à chaque étape de la relation avec les tiers. Donc, déjà, vous avez une étape où vous consultez, donc vous cherchez les prestataires ou les tiers les plus adaptés à votre besoin. Dans cette étape-là, il faut intégrer les besoins de sécurité. Il faut que dès le départ, on ait les besoins de sécurité qui sont communiqués et partagés avec les prestataires. Il faut, dans la partie contractualisation, par la suite, intégrer ces exigences et non pas juste les évoquer aux différentes documentations, aux différents corpus contractuels que vous aurez avec vos prestataires. Il faut prévoir les exigences de sécurité au contrat, il faut prévoir des documents qu'on appelle en général plan d'assurance sécurité, où le tiers s'engage à respecter les exigences de sécurité ou fournit des plans d'action pour respecter ces exigences de sécurité, avec des clauses d'auditabilité. Il faut que vous soyez en mesure d'aller auditer vos tiers. Il y a toute la partie de cadrage. Donc, une fois que j'ai consulté, j'ai choisi mon prestataire, j'ai contractualisé, je lance la prestation. Donc là, je dois évidemment adresser le sujet sécurité aussi en début de prestation. Et ensuite, il y a la partie suivi, où j'ai un certain nombre de sujets de sécurité également à adresser sur les visites de mon prestataire, les audits, les points de contrôle, etc. Donc, on a des actions qu'on doit mener sur tout le cycle de vie de la prestation externalisée. Si je creuse un peu plus sur la partie consultation, pour vous donner quelques billes, c'est déjà identifier les fournisseurs ou les prestations de services les plus critiques pour vous focaliser sur ces services-là pour définir vos exigences de sécurité. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on ne va pas venir sécuriser la relation avec tous les tiers, uniquement les plus critiques. Donc, il faut que j'ai une stratégie de maîtrise des fournisseurs qui intègre ce volet-là, avec les exigences associées. Il faut que j'intègre toutes ces exigences, du coup, issues de ma stratégie de maîtrise des fournisseurs dans mes consultations. Ensuite, quand je contractualise, il faut que j'ai en amont une revue de mon corpus contractuel, où je vais intégrer toutes mes exigences de sécurité qui sont liées à ma politique de sécurité interne ou à l'état de l'art en matière de sécurité. On peut prendre des normes européennes ou américaines qui décrivent très bien ce qu'on attend en termes de sécurité. Ensuite, sur la partie cadrage, ce qui est bien toujours, c'est d'insister sur la sensibilisation. On peut, pourquoi pas, aller jusqu'à créer une sorte de kit d'onboarding du prestataire où on va, pour chacun de nos prestataires, identifier comme critique d'un point de vue sécurité de l'information, lui fournir un kit pour le sensibiliser à la sécurité et au sujet sécurité.
Et sur la partie suivi, l'idée est de mener des audits, d'avoir des grilles d'audit, de mettre en place des plans d'action, suivre avec nos prestataires ces plans d'action-là, et surtout les accompagner à se mettre à niveau, et ne pas les abandonner sur le sujet, et à être le plus conciliant possible pour que ça fonctionne. Voilà, je sais que je devais finir vers 45, il est 50. On va commencer en retard aussi. Donc, je pense que je suis dans les temps. Je peux revenir sur des sujets si je suis passé trop vite, si vous le souhaitez. Et en tout cas, je suis là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Youssef, pour cet éclairage très édifiant sur le sujet. On va prendre quelques questions sur le contenu, sur le sujet. Alors, j'ai une première question. Est-ce que la présence du RSSI est indispensable dans un dispositif de sécurité? En gros, peut-on suivre ou appliquer la loi 0520 pour atteindre un certain niveau de conformité sans présence du RSSI? Alors, déjà, la loi 0520, elle nous est applicable lorsqu'on est une infrastructure d'importance vitale ou une institution publique. Donc, si on n'est pas dans ces catégories-là, elle n'est pas applicable. Ensuite, sur la question de doit-on avoir un RSSI, il se trouve que la loi demande à ce qu'il y ait un RSSI. Parce que tout simplement, la loi concerne les infrastructures d'importance vitale. Donc, on ne peut pas être une infrastructure d'importance vitale et ne pas avoir de RSSI. Non seulement ça, mais aussi, déjà qui dit RSSI, on parle de fonction RSSI. Donc, une personne, si la taille ne justifie pas, là je sors du cadre 0520, si la taille de l'entreprise ne justifie pas de recruter une fonction dédiée sécurité, on peut attribuer cette fonction à une autre personne qui se sent à même de la porter. Et ce que j'allais dire aussi, même si ce n'est pas forcément dans la question, je pense que je ne vais pas vous apprendre quelque chose d'exceptionnel ici, mais je le rappelle tout de même. Le RSSI doit absolument être indépendant de la DSI. Là, on est encore aujourd'hui, même si de moins en moins, je l'accorde, au Maroc, sur des entreprises qui ont le responsable sécurité qui est partie prenante de la DSI. Et ça ne fonctionne pas. Voilà, ça peut paraître comme étant une évidence ou non, mais là, le RSSI doit être indépendant. Il doit être sous une direction générale ou une direction générale adjointe autre que celle de la DSI pour avoir suffisamment de poids pour contrôler les mesures de sécurité qu'il préconise dans ses politiques de sécurité. S'il est dans la même équipe que les personnes qui implémentent les mesures de sécurité, on va avoir du mal à contrôler et à statuer. Merci. Parfait. Nous avons une seconde question qui est un peu plus générale. On va essayer peut-être de recentrer le contenu de la question, mais quelles sont les nécessités techniques pour sécuriser une entreprise? La question est effectivement très vaste. Si je devais peut-être la non, mais je prends. Je prends. Déjà, pour répondre à cette question, il faut savoir, pour sécuriser une entreprise, au sens large, il faut toujours démarrer par identifier les risques de sécurité auxquels je fais face en tant qu'entreprise. Il ne faut pas sécuriser juste pour sécuriser, acheter des outils à droite à gauche et dire « Ok, je suis sécurisé ». Non, il faut comprendre son métier, il faut savoir quels sont les services que je réalise au sein de mon entreprise, quels sont les services critiques, où est-ce que je m'expose à des risques de fuite d'informations, où est-ce que je m'expose à des risques de fraude, où est-ce que je m'expose à des risques d'interruption d'activité. Et en fonction des risques que j'ai identifiés, je vais venir trouver les solutions de sécurité les plus adaptées à mes risques. Déjà, c'est la première réponse. Il faut faire la sécurité par les risques. Ensuite, sur le volet technique, là où j'aurais identifié des risques de sécurité,
Si je suis sur des risques de fuite d'informations, par exemple, qui sont inhérents à une application spécifique ou à une infrastructure spécifique, je peux tout simplement réaliser des tests d'intrusion pour identifier les vulnérabilités que pourraient exploiter des attaquants pour voler mes informations. Donc, je vais faire de la sécurité technique toujours liée au risque opérationnel que j'ai. Donc, soit ça va être des tests d'intrusion sur mes infrastructures les plus sensibles, soit ça va être des revues de code sur mes applications qui sont exposées, des audits de configuration sur mes équipements de sécurité, mes firewalls, mes switches, pour m'assurer que j'ai tout bien configuré et que je n'ai pas des portes restées ouvertes. Je vais venir, si j'ai des risques de corruption, d'élévation de privilèges ou d'accès non autorisé à de la donnée, m'assurer que je sécurise suffisamment les accès logiques à mes systèmes, etc., etc. On peut en parler pendant des heures, mais il y a tout un tas de solutions techniques possibles. La question est vraiment très large. En tout cas, c'est très clair. La réponse est très claire. Merci. Question très intéressante. Comment peut-on faire un audit des prestataires? Externaliser, est-ce qu'il y a des techniques? Vous pouvez m'appeler. Non, je rigole. Pour faire un audit des prestataires. Alors, cas numéro 1, vous avez votre propre politique de sécurité et vous avez transcrit cette politique de sécurité-là dans vos exigences de sécurité avec les tiers. Et donc, vous prenez votre politique de sécurité, l'ensemble des règles de sécurité que vous avez, vous les mettez dans un tableau, vous allez voir votre prestataire, vous le prévenez évidemment, vous lui dites dans le cadre de la clause d'audit que nous avons dans le contrat ou dans notre relation contractuelle, s'il est conciliant et qu'il n'a pas besoin de cette clause d'audit, on va venir vous auditer pendant 3 jours ou 4 jours, selon la taille du prestataire. Vous y allez et vous allez tout simplement vérifier chacun des points de votre politique. Vous lui demandez de vous montrer comment il répond aux éléments de votre politique. Soit il va y répondre avec des processus particuliers qu'il a mis en place, soit il va y répondre avec des preuves qu'il va vous montrer en séance ou vous envoyer, que ce soit sur la configuration de ses antivirus, sur la manière avec laquelle il gère les accès de ses collaborateurs ou la manière avec laquelle il gère les accès à ses locaux. Donc, vous allez lui poser toutes ces questions-là, vérifier les preuves, la documentation, les configurations et vous pouvez même aller, on le fait de plus en plus, jusqu'à faire des tests d'intrusion de son système d'information où vous allez aller au-delà des règles de sécurité que vous voulez imposer et vous allez carrément aller tester la robustesse de son SI pour vous assurer qu'il a un niveau de sécurité suffisant. Donc, en général, quand on audite des prestataires, on a toujours un volet organisationnel, comment il gère l'organisation de sécurité chez lui, et des volets techniques selon les services qu'il nous rend. Si c'est un prestataire qui nous fournit une application web, on va aller auditer l'application web. Si il nous fournit on a externalisé un processus chez lui, on va aller faire un test technique de son système d'information qui est utilisé pour faire tourner ce processus. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... donc oui, je vous disais, ça c'est si vous avez une politique. Si vous n'avez pas de politique de sécurité, mais que vous voulez quand même évaluer le niveau de sécurité de votre prestataire, ce qu'on fait en général, c'est qu'on prend la norme, tout simplement la norme ISO 27002 qui couvre vraiment l'ensemble des thématiques sécurité que doit mettre en œuvre une entreprise. Donc, vous prenez cette norme-là, vous regardez les chapitres qui sont applicables à votre prestataire selon le service qu'il vous fournit, vous gardez uniquement ces chapitres-là et vous allez le confronter à ces différents chapitres de manière assez simple. Parfait. Parfait. Quelles sont les thématiques qui doivent être intégrées au niveau du support de sensibilisation du personnel du prestataire? Les thématiques qui doivent être intégrées, il y a 2 volets. Le premier volet, c'est un zoom sur les prestations rendues par le prestataire et comment ces prestations-là peuvent générer des risques pour vous en tant qu'entreprise. Et donc, on va les sensibiliser sur la sensibilité de l'information qu'ils manipulent, sur la sensibilité du processus qu'ils gèrent pour nous,
sur la criticité de l'application qu'ils exploitent pour nous. Donc, on les sensibilise dans un premier lieu sur ça, sur l'importance du service qu'ils portent et l'impact qu'une défaillance de ce service-là pourrait avoir pour vous, que ce soit en termes d'image, en termes réglementaires, en termes opérationnels ou en termes financiers. Donc ça, c'est le cœur de la sensibilisation. Et ensuite, on n'y coupe pas, faire toute une partie sur les bonnes pratiques usuelles de sécurité pour donner tout simplement les bons messages de sécurité à l'équipe. Donc, quand je dis les bonnes pratiques usuelles, c'est la politique de bureau propre, je garde mon bureau propre en permanence, je n'ai pas d'informations confidentielles dessus, c'est comment je sécurise mes mots de passe, comment je gère l'information dans des lieux publics, voilà, des thématiques un peu classiques qui reviennent à chaque fois et qu'on doit aborder avec les prestataires parce qu'on ne connaît pas leur niveau de maturité tout simplement. Hein. Il vaut mieux aborder le sujet. Très bien, parfait. Une autre question, si je suis conforme vis-à-vis de la DNSSI, est-ce que je peux lancer un audit ISO 27001? Alors non, ça facilite grandement les choses parce que la DNSSI reprend en grande majorité les exigences de sécurité de la norme, sauf que vous allez vous retrouver avec quelques écarts inhérents à un système de management. Parce que ISO 27001, c'est l'équivalent de mettre en place un système de management de la sécurité de l'information. Et donc, la DNSSI ne demande pas à ce qu'on mette en place un système de management. Elle demande à ce qu'on ait un niveau de sécurité suffisant. Donc, on retrouve effectivement la grande majorité, si ce n'est la totalité des exigences de sécurité de la norme ISO 27002, qui, elle, est l'annexe de la norme ISO 27001. Et sur la partie ISO 27001, il va vous manquer peut-être des éléments organisationnels, de gouvernance, de comitologie, de revue de direction, toutes les terminologies qui sont vraiment propres à ISO 27001, avoir une déclaration d'applicabilité, typiquement, ça, ce n'est pas demandé dans la DNSSI. Faire une revue de direction, ce n'est pas demandé non plus dans la DNSSI. Donc, voilà, il y a un certain nombre d'éléments vraiment propres à 27001 qu'il va falloir adresser, mais le gap n'est pas très important. Il y a une petite marche à monter, mais il y a une petite marche quand même. Très bien. Et enfin, effectivement, alors appliquer les mesures de sécurité selon les normes et les bonnes pratiques peut avoir en fait un impact au niveau de la productivité, c'est-à-dire au niveau métier de l'entreprise. Comment faire pour... J'ai compris la question. J'y ai répondu en quelque sorte tout à l'heure où je disais qu'il faut faire la sécurité par les risques. Donc, il faut toujours avoir dans le viseur vos risques de sécurité et prioriser les mesures de sécurité selon vos risques de sécurité. Donc, on ne vous demande pas de prendre la norme et de déployer tout ce qu'il y a dans la norme. On vous demande de regarder vos risques de sécurité, de les identifier, d'évaluer leur impact, leur probabilité d'occurrence et de vous focaliser sur les risques les plus critiques. Et donc, de mettre en place les mesures de sécurité qui vont vous couvrir uniquement ces risques-là. C'est tout à fait clair, c'est parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question que vous souhaitez poser? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je tiens à remercier tout d'abord notre panéliste. Merci Youssef. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cet éclairage. Avec grand plaisir. Sur justement un secteur et on va dire un périmètre qui est essentiel justement dans le domaine de la cybersécurité. Merci. Peut-être une dernière question. Quelle approche pour impliquer? Je pense que ça rejoint un petit peu, cette question rejoint un peu la question de la sensibilisation tout à l'heure. Comment impliquer les utilisateurs dans le respect des règles de sécurité? Oui, effectivement, c'est sensibilisation. Après, bon, rapidement, hein, il faut absolument intéresser les utilisateurs. Donc, on ne va pas venir les convoquer à une session de sensibilisation de sécurité. Ils vont tous venir entrer dans les pieds. Et on ne va pas non plus les convoquer à une session où il y a quelqu'un qui va leur parler pendant 2 heures des bonnes pratiques sécurité. Personne ne va suivre, personne ne va rien retenir. Donc, il faut essayer de se focaliser un maximum
sur le caractère ludique des messages que vous diffusez et les intéresser un maximum sur comment la sécurité est un levier de performance pour eux et non un frein. Voilà, donc il y a un certain nombre de techniques et de méthodes aujourd'hui qui vous permettent d'arrondir les messages et de les rendre plus digestes. Voilà, sans trop entrer dans le détail, gardez en tête le caractère ludique. Une dernière question peut-être. Donc, quel est le lien aujourd'hui, ou peut-être le rôle, la cybersécurité, la gouvernance d'une entreprise aujourd'hui? Question vaste aussi, effectivement. Ouais. Peut-être quelle est la place qu'occupe aujourd'hui, peut-être un aperçu. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que la cybersécurité, c'est dans le top 3 des risques mondiaux. Et donc, tous les boards des entreprises, au niveau le plus haut, ont le risque cyber dans le viseur. Et s'ils ne l'ont pas, ils devraient l'avoir. Et donc, ça implique l'intégration des sujets cyber dans la gouvernance de l'entreprise au global, dans le sens où je vais avoir ce sujet dans les objectifs de mes directeurs généraux. Et je vais avoir des directeurs généraux qui portent le sujet cybersécurité en direct. Voilà, donc on est sur un sujet qui n'est plus cantonné à l'informatique, mais on est sur un sujet d'entreprise, parce que c'est un sujet relatif à l'information et non à l'informatique, et donc transverse à toute l'entreprise. Tout à fait, qui est aujourd'hui intégré dans les différentes stratégies d'entreprise. C'est parfait. Merci beaucoup, Youssef, pour cet éclairage. Merci à tous. Merci pour votre présence et votre attention. J'ai une dernière question sur l'enregistrement. On va le repartager, ou en tout cas partager quelques extraits sur la page LinkedIn de l'École de guerre économique Campus Rabat. Et puis voilà, on va, pour la suite, nous avons une autre conférence organisée prochainement. Nous vous tiendrons au courant. Voilà, cette fois-ci sur la partie plus protection des données et intelligence économique. Et puis, nous organisons, enfin, l'école organise notre webinaire la semaine prochaine. On va faire la publication sous peu. Cette fois-ci, plus sur une thématique non pas liée à la cybersécurité, mais sur l'intelligence économique de manière générale. À la présentation de l'Atlas de l'intelligence économique en Afrique francophone. Voilà, avec les différentes problématiques, avec un aperçu des différentes méthodologies problématiques par pays. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et voilà, je vous remercie encore une fois pour votre attention. Et merci encore une fois, Youssef Agoumi, d'avoir accepté notre invitation. Merci, un grand plaisir. Excellente soirée. Excellente soirée, bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir.